Oui, bonsoir à tous. Bonsoir, Monsieur Bertolotti. Nous sommes très honorés et nous vous remercions infiniment d'avoir accepté cette conférence. Concernant donc Monsieur Bertolotti, je vais vous présenter, hein. Donc, vous êtes secrétaire général adjoint du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Vous êtes diplomate. Et depuis février 2024, secrétaire général du MEAE. Vous avez été ambassadeur de Jordanie de Oui, 2015 à 2019. Vous avez occupé aussi les fonctions de directeur des affaires stratégiques de sécurité du désarmement au MEAE. Vous avez aussi travaillé quelques années dans le privé, pendant 4 ans à Eutelsat, en tant que directeur, directeur des affaires juridiques et secrétaire général, et membre du comité exécutif. Et ce soir, nous sommes très honorés de vous avoir pour parler de diplomatie, la diplomatie, affaire de tous. Monsieur Bertolotti, je vous donne la parole. merci beaucoup, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les consuls honoraires et membres de l'UCHF. C'est un plaisir pour moi aussi d'être avec vous ce soir et de prolonger ainsi une relation que nous avons nouée à l'origine avec Madame Goussard. D'ailleurs, assez peu de temps après ma prise de fonction, où vous avez trouvé le chemin de mon bureau. Et nous avons d'ailleurs poursuivi de la sorte une coopération déjà intense entre votre association, votre union et le ministère, qui nous a permis d'ailleurs, notamment il y a quelques mois, d'accueillir certains d'entre vous au centre de conférence ministérielle à Paris pour un échange sur différents sujets d'intérêt. Et donc, merci beaucoup de m'avoir associé ce soir à votre cycle de conférences pour parler effectivement de la diplomatie affaire de tous. Alors, je ne sais pas d'ailleurs si nous avions mis un point d'exclamation ou un point d'interrogation, mais nous allons justement en parler. Et j'ai envie de dire d'ailleurs en commençant que votre qualité même à toutes et tous de consul honoraire, qui menait en quelque sorte une double vie, est la preuve que les affaires étrangères sont les affaires de tous, puisque vous n'êtes pas vous-même des diplomates professionnels, en tout cas de carrière, comme moi, mais vous exercez aussi d'une certaine manière, vous concourez chacun dans votre rôle et chacun pour vos pays respectifs à la mission diplomatique, ce qui est bien la preuve qu'il y a d'autres manières de faire de la diplomatie et de s'y intéresser qu'en étant diplomate de carrière. Alors évidemment, les consuls honoraires représentent une tradition et même un usage diplomatique en fait codifié qui est très ancien. Mais nous allons voir que de plus en plus dans le monde contemporain, il est très utile pour les diplomates de s'appuyer sur différents vecteurs, différents relais et qu'au fond, derrière cette affirmation de diplomatie à faire de tous, il y a, il y a un peu, il y a deux faces à cette pièce. Il y a le fait que la diplomatie nous concerne tous et toutes, mais il y a aussi le fait que nous sommes nombreux, peut-être pas tous, mais nous sommes nombreux en tout cas à pouvoir aussi concourir à l'effort de politique étrangère. Alors peut-être pour commencer, et avant d'en venir à ces deux aspects, quelques mots très rapides sur d'abord le réseau diplomatique français, c'est-à-dire cette diplomatie, quel visage a- a-t-elle aujourd'hui en France à travers le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères? Vous le connaissez bien, mais quelques rappels simplement.
Nous disposons du troisième réseau diplomatique du monde. Il y a quelques classements internationaux qui nous donnent un peu dans une position différente. Enfin, nous, on a tendance à considérer que si on cumule nos différents postes diplomatiques, ambassade, représentation permanente, consulat d'influence, nous représentons le troisième réseau au monde avec près de 14 000 agents. Et c'est grâce à leur travail, grâce au travail de tous ces collègues, que nous sommes en mesure de remplir les trois missions que nous confie le président de la République et le gouvernement. La première de ces missions, c'est un peu à l'instar de ce que vous faites, c'est d'assurer l'aide et la sécurité des Français à l'étranger. Ils sont aujourd'hui 3 millions estimés, 1,7 million inscrits au registre consulaire. Donc, vous voyez qu'il y a un assez gros décalage d'ailleurs, assez largement dû à notre contingent européen, parce que souvent en Europe, les gens s'inscrivent moins. Ça nous a amené l'année dernière à délivrer plus de 500 000 documents d'identité, passeport ou carte nationale d'identité, ce qui fait, le ministre le rappelle souvent, du Quai d'Orsay, la première mairie de France, et une mairie plutôt efficace, puisque le délai moyen entre un rendez-vous et la délivrance d'un passeport dans notre réseau consulaire est de 21 jours. Donc là, je pense que ça fait rêver les Parisiens parmi vous, ou même ceux qui sont dans les grandes villes de province, où les délais des préfectures sont pas tout à fait ceux-là, ou des mairies. Voilà, je n'en dis pas plus parce que je sais que c'est enregistré. Après, je vais avoir des problèmes avec les mairies et le ministère de l'Intérieur. Mais donc, nous sommes là pour assurer une présence administrative pour nos compatriotes à travers le monde afin de les accompagner dans toutes les démarches, au-delà des documents d'identité que j'ai cités. Évidemment, il y a les élections, moment très important d'animation de la communauté nationale. Et nous faisons ça de manière la plus moderne qui soit, puisque 75% des Français de l'étranger qui ont voté aux élections législatives de 2024 l'ont fait par voie électronique, grâce à la mise en place de cette modalité de vote qui est spécifique aux Français de l'étranger, qui n'existe pas aujourd'hui pour les Français de l'Hexagone ou même d'outre-mer. Et pour nos compatriotes nés à l'étranger, nous avons également aujourd'hui un état civil électronique afin de simplifier les démarches. Et là encore, ce registre dématérialisé de l'état civil à l'étranger, il est tout à fait unique. Et c'est un service pour lequel finalement les Français de l'étranger sont en avance par rapport aux Français de France. Donc je disais apporter de l'aide et des services. L'aide, c'est la réponse d'urgence face aux crises, euh, à travers principalement le rôle de notre centre de crise et de soutien, le CDCS, qui a répondu l'année dernière à 7000 appels, ce qui est tout à fait considérable et qui a géré d'ailleurs aussi un grand nombre de crises internationales et d'opérations d'évacuation ou de mise en sécurité. L'année dernière, ce sont plus de 1000 personnes en situation d'urgence qui ont été ainsi évacuées et mises en sécurité. Deuxième mission du Quai d'Orsay, c'est de défendre les intérêts de la France et des Français dans tous les domaines, dans le domaine économique, en matière de compétitivité et de commerce extérieur. Nous avons accompagné en 2024 plus de 20 000 entreprises françaises pour leur permettre de gagner des parts de marché à l'export. Mais c'est aussi évidemment la langue et la culture française, avec nos 1000 alliances françaises et instituts français qui nous permettent notamment d'accueillir et d'enseigner le français à près d'un demi-million d'étrangers qui souhaitent euh, apprendre notre langue. Et puis c'est de plus en plus, et je voulais m'arrêter un instant là-dessus. Je sais que vous y avez déjà consacré d'autres conférences, mais c'est vraiment important. La défense des intérêts de la France s'exerce aussi aujourd'hui dans le champ informationnel. Euh, c'est vraiment une priorité pour nous parce que nous estimons aujourd'hui que nous faisons face
à une véritable guerre informationnelle. Nos adversaires, qu'ils appartiennent au cercle du Kremlin ou pro-russe, mais aussi à ce qu'on appelle aujourd'hui la galaxie MAGA, ils sont de plus en plus désinhibés. Et c'est une donnée à laquelle nous devons faire face, et même plus que faire face. Et justement, pendant très longtemps, la diplomatie française restait assez silencieuse face à ces attaques et ces mises en cause, parce que ça n'était pas notre habitude de répondre à ces outrances, parce que voilà, c'était pas forcément la politesse diplomatique, puisque c'était pas non plus les usages, même si nous avons de nombreux diplomates qui sont présents sur les réseaux sociaux depuis plusieurs années, mais on ne polémiquait pas sur les réseaux sociaux, on gardait encore une fois une forme de politesse diplomatique. Mais bon, la vérité, c'est que même si la politesse diplomatique demeure une vertu, les règles ont un peu changé et nous devons nous aussi aller vraiment au combat pour dissuader nos adversaires en fait de s'en prendre à nous à travers ces manœuvres informationnelles. Et donc nous sommes très engagés à tous les niveaux, la veille, la riposte et la conduite de campagne offensive. Alors la veille, et nous avons, vous en avez peut-être entendu parler, mais nous avons maintenant, il y a 2, 3 ans, mis en place une nouvelle entité au sein du ministère, une nouvelle sous-direction à la direction de la communication qui s'appelle la sous-direction de la veille et de la stratégie, qui est là justement pour détecter toutes les manœuvres dans le champ informationnel qui visent la France, notamment la France à l'étranger, donc qui est complémentaire de Viginum, qui est cette instance auprès du SGDSN qui vise la manipulation informationnelle et notamment dans des élections en France. Nous surveillons l'image de la France à l'étranger. C'est aussi donc la riposte et puis la conduite de campagnes d'influence, vraiment de campagnes stratégiques de communication qui visent les mêmes publics que celui de nos adversaires, pour répondre encore une fois sur leur terrain, qui est celui des réseaux sociaux. Et vous l'avez probablement vu, mais depuis l'été, l'administration Trump a lancé une campagne de publication agressive sur le thème de la liberté d'expression, avec pour objectif notamment de stigmatiser le règlement européen sur les services numériques, le DSA, pour ceux qui connaissent, dans le but notamment d'exonérer les plateformes américaines présentes en Europe de leurs responsabilités. Et nous y avons répondu par une campagne de riposte qui reprenait un peu les mêmes codes. Euh, voilà, ce qui était encore une fois assez nouveau pour nous. Euh, et encore une fois, nous allons même au-delà, puisque certains d'entre vous l'ont peut-être noté, mais nous avons créé il y a quelques jours, enfin peut-être une grosse semaine, un nouveau compte, alors qui pour l'instant est uniquement sur X, qui aura peut-être vocation à aller sur d'autres plateformes, notamment sans doute Instagram, qui est de plus en plus utilisé, et qui s'appelle, alors pardon pour le franglais, French Response, et qui vise justement à avoir un peu cette réponse instantanée, et qui est dans un langage moins diplomatique. Et d'ailleurs, le premier post de French Response a été en réponse à une attaque du secrétaire d'État des États-Unis, Monsieur Rubio. Donc, vous voyez qu'on a s'est tout de suite placé à bon niveau, à bon niveau de riposte. Et voilà, nous allons multiplier cela, et nous utilisons aussi tout le réseau de nos services de presse dans les ambassades à l'étranger, pour faire une sorte de cartographie des réseaux sociaux locaux, parce que encore une fois, quand nous on est en France, on pense X, Instagram, Facebook, mais il y a un certain nombre de géographies où il y a d'autres plateformes qui sont pas nécessairement internationalisées. Mais évidemment, la Chine a son propre univers informationnel, par exemple, et en tout état de cause,
chaque pays a un petit peu ses, ses spécificités. Donc voilà, je serais heureux d'ailleurs de revenir là-dessus avec vous dans les questions si si vous le souhaitez. Donc voilà un petit peu euh, pour l'action de notre diplomatie. Et puis, bon, évidemment, troisième et dernière fonction, qui est la fonction classique, qui est celle d'informer nos autorités et les Français, le cas échéant, par extension. Alors, encore une fois, l'information des Français, elle se fait de manière assez classique. C'est surtout, enfin, c'est les conseils aux voyageurs, c'est un peu à mi-chemin entre l'aide aux Français et l'information des Français. Mais l'information de nos autorités, c'est aussi évidemment toute la production intellectuelle de correspondance diplomatique de notre réseau. On s'est amusé d'ailleurs à faire une recension un petit peu, enfin une comptabilisation de notre correspondance diplomatique et l'année dernière, ce sont 30 000 correspondances politiques, ce qu'on appelait autrefois des télégrammes, qu'on appelle aujourd'hui des notes diplomatiques. Ce sont 30 000 notes diplomatiques à caractère politique. Donc, je ne parle même pas de messages de service, de messages administratifs, mais de notes politiques qui sont remontées de tout le réseau de nos ambassades vers nos autorités avec des analyses, des propositions, etc. Et qui sont évidemment un outil particulièrement précieux pour nos plus hautes autorités pour comprendre ce qui se passe à l'étranger. Donc voilà pour un peu nos trois priorités, l'aide et les services aux Français, les, euh, l'information de nos autorités, et puis la défense de nos intérêts. Mais ce qu'on a constaté aussi, c'est que au-delà de ce travail diplomatique traditionnel, il était très important d'impliquer nos concitoyens dans la conduite de la diplomatie, et c'est là que j'en viens davantage à notre sujet de ce soir, sur la diplomatie, affaire de tous, parce que finalement, on s'est aperçu que de tous les ministères régaliens, le Quai d'Orsay était peut-être celui qui était le plus mal connu de nos concitoyens. Alors, évidemment, c'est en partie, c'est pareil, de la palissade, parce que nous sommes beaucoup à l'étranger. Les deux tiers de nos effectifs sont à l'étranger, donc les Français de France ne nous voient pas. Mais c'est vrai que, voilà, par rapport au ministère des Armées, qui peut remplir des missions également parfois sur le territoire national, je ne parle pas du ministère de l'Intérieur ou du ministère de la Justice, le ministère des Affaires étrangères est moins immédiatement visible pour nos compatriotes. Et donc, le ministre Jean-Noël Barrot a souhaité vraiment créer un lien diplo-nation, comme il dit, un peu à la manière justement du lien armée-nation. Il s'est d'ailleurs lui-même beaucoup déplacé en région. Vous l'avez peut-être croisé là où vous êtes. Il a été dans les Hauts-de-France, il était à Marseille, il a été à Rennes pour rencontrer nos compatriotes et notamment les plus jeunes pour leur expliquer la diplomatie et l'action internationale de la France. C'est aussi une vraie volonté pardon, d'ouverture du Quai d'Orsay en tant que bâtiment pour tous les publics. Nous faisons désormais chaque année, nous avons eu cela en mai dernier, la Nuit des idées au Quai d'Orsay qui réplique à Paris ce que font tous nos postes, tous nos instituts sur le thème du débat d'idées pour entretenir cette tradition au fond très française du débat d'idées. On avait un bon millier de personnes au mois de mai au Quai d'Orsay. On a eu le week-end dernier 6 000 personnes aux Journées européennes du patrimoine qui ont accédé au quai et à nos autres sites d'ailleurs en Île-de-France, y compris les archives diplomatiques à la Courneuve. C'est aussi la création toute récente d'un label Patrimoine de la diplomatie qui a été lancé début juin par le ministre depuis la bibliothèque Choiseul de Versailles. Pour les connaisseurs, la bibliothèque Choiseul, enfin, ce qui est aujourd'hui la bibliothèque Choiseul de Versailles, a été le premier lieu de la secrétairerie d'État aux Affaires étrangères avant de s'établir au Quai d'Orsay. Et l'idée, c'est de mettre à l'honneur les lieux en France
où s'est manifestée la diplomatie française, où des diplomates ont vécu, agi, où des grandes négociations ont eu lieu. Enfin, voilà, des lieux importants attachés à notre diplomatie qui pourront être ainsi labellisés. Et puis, il y a eu une annonce aussi importante il y a quelques semaines de cela, celle de la réserve diplomatique, qui a suscité un vrai engouement et qui vise, un petit peu à la manière enfin, à mi-chemin, je dirais, entre la réserve militaire et la réserve citoyenne, à permettre à des concitoyens intéressés par la chose diplomatique de venir prêter leur concours à l'action diplomatique, que ce soit peut-être par exemple dans l'accueil de grands événements diplomatiques en France, aux côtés de nos agents du protocole, que ce soit venir renforcer des cellules de crise et de réponse téléphonique. Euh, voilà, il y a toute une série d'activités possibles. Ça peut être aussi, par exemple, même de la formation. Là, je pense à nos grands anciens à nous, diplomates, les retraités qui peuvent revenir et faire un peu de formation de nos plus jeunes collègues. Donc voilà, c'est un peu cette idée encore une fois, de lien diplomation, d'inclusion de tous les Français dans l'activité diplomatique. Mais au-delà de cette approche qui vise je dirais, tous les Français, les Français ordinaires, entre guillemets, même si j'aime pas beaucoup employer ce terme, il y a vraiment aussi une volonté de nous rapprocher des acteurs qui, eux, concourraient déjà à l'action internationale de la France, traditionnellement, mais que peut-être on ne traitait pas toujours de manière très suivie ou très étroite. Et au premier chef, bien sûr, les élus, et notamment les élus parlementaires, euh, la diplomatie parlementaire est une réalité depuis évidemment très longtemps, mais c'est vrai que peut-être parfois le diplomate traditionnel considère que c'est plus une interférence de non-professionnels que de la vraie diplomatie. Je pense qu'il faut vraiment sortir de cette idée. Et pour vous donner un exemple, certains de nos élus nationaux ont vraiment aidé à obtenir des ratifications du traité sur la haute mer à l'occasion de la conférence des Nations Unies sur l'océan que nous avons accueillie à Nice au mois de juin dernier. Et c'est vrai que comme les ratifications se décident quand même essentiellement au niveau des parlements nationaux, le dialogue entre parlementaires français et étrangers est vraiment fondamental. Euh, par ailleurs, et moi je l'ai expérimenté d'ailleurs comme ambassadeur à l'étranger, les liens très personnels et surtout suivis dans le temps que des parlementaires, notamment à travers des groupes d'amitié, et vous les connaissez certainement parce que vous y êtes associés, lorsque ces groupes se déplacent en province, ben ces relations au long cours, elles sont aussi très importantes et elles viennent renforcer le travail de notre diplomatie. Donc ça, ce sont les élus nationaux, mais il y a bien sûr aussi les collectivités locales qui sont en fait, et ça surprend parfois, mais qui sont en fait les premiers partenaires du ministère. C'est vrai en volume financier, mais aussi en fréquence des échanges. Les actions de coopération décentralisée, comme on dit, sont très nombreuses. Et là encore, elles s'inscrivent dans le temps long parce qu'elles prennent la forme de jumelage, de coopération pluriannuelle, de programmes d'assistance. Et il y a plein de pays avec des partenariats très denses, avec des centaines de collectivités françaises, Madagascar, l'Arménie, le Liban, beaucoup de pays d'Afrique subsaharienne. Voilà, donc c'est un vrai levier stratégique euh, complémentaire des nôtres. Et qui, je dirais, en plus, s'est diversifié et renforcé à la mesure aussi de la diversification et du renforcement des compétences de nos collectivités territoriales, c'est-à-dire ce qui était peut-être il y a 40 ans essentiellement humain et culturel est vraiment devenu aussi économique et technologique. Et pour vous donner encore un exemple, j'étais il y a 10 jours au Japon et les collègues de l'ambassade me disaient à quel point en fait
il voit défiler des présidents de région au Japon, et cela depuis des années, parce que voilà, il y a des grandes régions, l'Alsace, les Hauts-de-France, qui cultivent ce lien avec le Japon et qui sont des liens humains, mais aussi évidemment économiques, hein, pour attirer des investissements étrangers en France. Et puis, le dernier levier, ce sont tous nos compatriotes qui vivent dans les zones transfrontalières et qui sont quotidiennement en fait exposés à ces enjeux internationaux, aux questions de régulation des échanges. Et notre ministère a aussi la charge de ces questions. Nous avons des ambassadeurs thématiques chargés des questions transfrontalières qui viennent en appui de nos ambassadeurs dans les pays voisins de la France, qui traitent évidemment eux aussi de ces questions transfrontalières. Mais ces compatriotes, voilà, ils sont souvent, ils ont leurs représentants, ils ont leurs élus, ils sont fédérés dans des associations. Et ils sont donc des partenaires très, très importants de notre diplomatie. Donc ça, c'est pour la face de la médaille sur les acteurs de la diplomatie. Je voulais terminer en vous donnant quelques illustrations du revers, qui est les conséquences concrètes de la diplomatie sur nos vies quotidiennes et qui montrent bien que, en fait, la diplomatie, ça devrait être l'affaire de tous et que nos compatriotes vraiment doivent s'y intéresser parce qu'en fait, si vous prenez leurs préoccupations telles qu'ils les expriment dans des sondages d'opinion, en fait, toutes plus ou moins ont une partie de leur résolution dans l'action du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Évidemment, l'emploi. Euh, un emploi sur 10, quand même, est créé par une entreprise étrangère installée en France. Je ne sais pas si vous en étiez conscient. Et depuis 2019, nous sommes, et c'est heureux, le pays d'Europe le plus attractif pour les investissements étrangers. Ça a été reconfirmé cette année encore à la veille de l'événement Choose France à Versailles. Et donc ces investissements qui contribuent à notre prospérité, ben, notre travail diplomatique, c'est de les attirer. C'est ce que nous faisons avec Business France, qui est un opérateur du ministère des Affaires étrangères, avec ce qu'on appelle dans notre jargon la Team France Export, et plus généralement à travers l'action de notre diplomatie économique qui a été vraiment structurée maintenant il y a 10 ans et qui permet de défendre l'emploi en France et les investissements étrangers en France. Euh, la santé, deuxième grande préoccupation des Français. De ce point de vue-là, évidemment, la crise du Covid nous a rappelé l'importance à la fois des questions transfrontalières, de coopération, puisqu'on a quand même, dans la pire période de cette pandémie, on a été trouver de l'aide auprès de nos voisins, mais surtout, on a vraiment réalisé l'importance de la réponse au niveau international. Et donc, nous apportons notre brique à la préparation au risque d'une nouvelle pandémie. Et c'est ainsi qu'en décembre 2024, à Lyon, nous avons créé et installé l'Académie de l'Organisation mondiale de la santé, qui va permettre de former plus de 3000 soignants à l'horizon 2028, en fait en reproduisant dans ces locaux des situations de crise à grande échelle pour entraîner des professionnels santé. Je peux évidemment aussi citer l'environnement et le climat, l'immigration de plus en plus. Et là-dessus, vraiment, je voudrais aussi profiter de cet échange ce soir pour vous dire que vraiment la réponse aux préoccupations migratoires de nos compatriotes, elle n'est pas du tout étrangère au Quai d'Orsay. Il y a parfois un débat qui peut caricaturer le rôle des différents ministères, où le Quai d'Orsay serait le ministère de l'ouverture, parce qu'il distribue, entre guillemets, les visas. Ce n'est pas le cas. Bien sûr que nous délivrons des visas, bien sûr que nous sommes là pour faire venir des talents, puis des gens qui ont envie de visiter la France, faire venir des étudiants, mais ça ne veut pas dire que nous sommes naïfs et en fait même nous sommes pleinement conscients que nous sommes la première frontière pour réguler les flux migratoires. Et justement, cette expertise locale qu'apportent les consulats, elle est irremplaçable pour détecter les fraudes,
détecter les faux projets. Mais aussi, et là, ça n'est pas du consulaire, c'est vraiment du travail diplomatique pour entretenir un dialogue exigeant avec un certain nombre de pays de départ et de trouver en commun des solutions à nos préoccupations et plus largement de régler les désordres qui souvent sont à l'origine des crises migratoires. Et c'est un peu dans cet esprit que, par exemple, dès la chute du régime de Bachar en Syrie, nous avons souhaité reprendre un pied en Syrie en nommant un chargé d'affaires à Damas pour avoir une meilleure compréhension de la situation sur place, avoir un dialogue avec les autorités dans un pays qui a quand même été à l'origine de la plus grande vague migratoire vers l'Europe de ces 10 dernières années. Et puis, bien sûr, pour terminer, la paix et la sécurité. Je crois qu'on voit tous les jours à quel point ces questions de paix et de sécurité sont revenues malheureusement au premier plan, y compris en Europe même. Et bien sûr, tout ce que nous faisons, par exemple, en soutien à l'Ukraine, à l'OTAN, pour faire émerger une défense européenne plus forte, plus autonome, ça a un impact direct sur la sécurité des Français. Et donc ça montre bien que voilà, encore une fois, euh, la diplomatie nous concerne tous, mais nous sommes tous en mesure de participer et de contribuer. Voilà, je crois que j'ai à peu près respecté les 30 minutes de propos introductifs et donc je suis tout à vous pour répondre à vos questions. Merci pour cette magnifique exposé. Merci beaucoup, Monsieur Bertolotti. Donc, nous allons lancer les questions. Y a-t-il une première? Je vais regarder dans le chat s'il y a des questions qui ont été. Alors, pas dans le chat, mais on a Marie-Marthe Bredas qui a une question. D'accord, qui a levé la main. J'avais Ouais. pas. Alors, Merci allez-y. beaucoup. Marie Mabredas, chargée de mission coopération régionale à la préfecture de Fort-de-France, donc auprès du préfet de Martinique. Et j'ai tellement de choses à dire parce que, Monsieur l'ambassadeur, vous avez parlé bien sûr de la coopération décentralisée qui en est certainement donc à son balbutiement encore un peu en Martinique. Et je me permets même de dire auprès de nos îles de la Caraïbe, nos Antilles. Mais il y a notre forme de coopération qui est beaucoup plus active, donc la coopération régionale tout simplement. Et puis, nous sommes également, au niveau des Antilles, très proactifs de ce qu'on appelle désormais la diplomatie territoriale, du fait notamment que la plupart de nos collectivités territoriales majeures soient désormais membres associés des institutions régionaux au niveau de la Caraïbe. Donc, je pense bien entendu donc à l'OSCE, l'Organisation des États de la Caraïbe orientale, également de l'AEC, donc l'Association des États de la Caraïbe, et aussi du marché commun de la Caraïbe, donc le CARICOM. Donc, il y a une action importante qui se mène et puis des enjeux aussi très importants qui se jouent actuellement donc dans notre bassin de la Caraïbe. Nous sommes bien sûr aidés de l'ambassadeur thématique, donc l'ambassadeur délégué à la coopération régionale dans la zone atlantique, pour la zone atlantique. Mais il n'empêche que moi qui suis chargée de mission, je vis très près des acteurs et s'il y a une chose qui nous manque très fortement pour entrer dans, entre guillemets, dans un rang protocolaire, c'est la formation. Donc, vous l'avez évoqué. Bien sûr, nous avons déjà fait, quand je dis nous, les différents acteurs qui travaillons autour de l'ambassadeur thématique, nous avons déjà fait remonter ce besoin-là. Mais plus que jamais, en entendant donc votre intervention,
je dis que le besoin est très fort et très prégnant. Donc peut-être vous pourriez nous aider en la matière, vu vos fonctions, pour qu'on puisse réaliser euh, cette partie qui me semble incontournable en matière donc de diplomatie. Alors voilà essentiellement ce que je souhaitais partager dans un premier temps avec vous. Merci beaucoup, madame. Merci pour votre point et merci d'avoir souligné le rôle de notre ambassadeur de bassin, et effectivement, qui travaille étroitement d'ailleurs aussi avec les conseillers diplomatiques en région, et nous en avons maintenant dans toutes les régions ultramarines, comme dans l'Hexagone. Donc ça, c'est un outil important. Donc je prends note et c'est intéressant. Alors vous savez peut-être, en tout cas je le dis d'ailleurs pour tous, nous avons créé maintenant, il y a à peu près un an, une académie diplomatique. Ou plus exactement, nous avons transformé la manière dont nous formions nos collègues, parce que je vous rassure quand même, on était formés déjà avant, mais c'est vrai qu'on n'avait pas, à la différence d'autres pays, vraiment une institution qui s'appelait Académie diplomatique. Et donc, nous avons restructuré des services existants et nous avons créé cette académie qui a aussi une vocation de coopération. Alors, bien sûr, avec des académies diplomatiques étrangères, mais aussi avec d'autres institutions supérieures françaises. Donc, je ferai ce point au directeur de l'Académie diplomatique. Et j'en profite aussi, vous me pardonnerez cet instant de publicité éhontée, mais dans le cadre de l'Académie diplomatique, nous avons une formation qui s'appelle le CHEAD, le cycle des hautes études de l'Académie diplomatique, qui s'appelait anciennement le cycle des hautes études pardon, j'ai oublié l'ancien sigle, mais désormais c'est le CHEAD. Où d'ailleurs j'ai croisé, parce que j'y enseigne entre guillemets occasionnellement, j'y ai croisé des, euh, des élus et des responsables de collectivités d'outre-mer. Mais c'est ouvert à tous les Français, et tous les Français intéressés par la diplomatie, et des consuls honoraires y auraient d'ailleurs toute leur place. Et donc, si vous voulez vous renseigner sur le CHEAD, je vous invite à aller consulter la section de notre site internet qui en parle, parce que c'est une très belle formation quand on veut encore davantage s'acculturer à la diplomatie. Je vois qu'il y a beaucoup d'autres mains levées Je maintenant. profite juste pour vous demander, pour la réserve diplomatique dont vous avez Oui. parlé, est-ce que vous pouvez m'orienter pour savoir où on trouve les informations? Alors, c'est aussi à l'Académie diplomatique, mais si vous voulez, je ferai passer après la réunion à votre bureau quelques informations là-dessus, parce qu'on recueille les manifestations d'intérêt pour l'instant. On doit encore pleinement structurer cette réserve, y compris, je pense, le moment venu par un texte législatif, comme pour d'autres réserves civiles, mais on accueille déjà des volontaires. Donc, je vous ferai passer collectivement les informations. Oui, je me suis permis de mettre dans le chat le lien vers le CHEAD et vers la réserve diplomatique. Ah bah, vous Et êtes formidable. voilà, ce qui fait n'est plus à faire. Et donc, on a deux mains levées dans l'ordre Jocelyn Le Gall, puis Jean-Pierre Debonneau. Jocelyn, Merci. tu as la parole. Oui, c'est bon. Merci beaucoup. Merci pour vos explications, Monsieur le Secrétaire général adjoint. Je voulais simplement revenir par rapport à la réserve diplomatique citoyenne pour laquelle vous avez déjà donné beaucoup d'explications. Est-ce que vous pensez qu'à l'avenir, il y a une possibilité pour les pensions honoraires de pouvoir faire des demandes? J'ai regardé un petit peu le site, justement, un petit peu en amont au moment où vous en parliez. Il y a une liste en fait des personnes qui pourraient qui pourraient avoir accès en fait à la réserve diplomatique, et les fonctionnaires horaires n'ont pas été mentionnés. Alors je comprends que c'est le premier contingent, puisque je crois que le premier contingent démarrait au mois de juillet ou est en cours, mais pour l'instant les fonctionnaires horaires ne sont pas mentionnés. Est-ce qu'il y a éventuellement
une possibilité à l'avenir pour des consul honoraires qui seraient intéressés de s'engager dans une perspective en fait de réserve diplomatique. Et puis la deuxième chose, c'est juste une petite information. Juste pour information, j'ai aussi fait ma demande au CHEA justement pour intégrer la formation en 2026. Voilà, donc simplement pour information. Je vous souhaite d'être retenu. Sur le premier point, je ne vois aucune incompatibilité, mais j'ai envie de dire, ce serait presque, enfin, ce serait vraiment en plus pour des consuls honoraires, parce que, enfin, si je me place du point de vue d'un consul honoraire de France à l'étranger, de fait, il exerce déjà une fonction euh, bénévole mais officielle, mais sanctionnée officiellement pour le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Donc, d'une certaine manière, on vous demanderait de servir deux fois, comme consul honoraire et comme réserviste. Alors, je dis pas que ça me paraît pas impossible, mais d'une certaine manière, vous nous rendez, enfin, les consuls honoraires nous rendent déjà de grands services et plus que cela. Et donc, l'idée, c'était aussi d'amener vers la réserve des gens qui ont envie de faire des choses, mais qui n'avaient pas encore trouvé le chemin de l'assistance à la diplomatie, la participation à la diplomatie française. Merci beaucoup. On a une question donc de Jean-Pierre et ensuite d'Anne-Marie. Oui, bonjour, vous m'entendez bien? Oui, c'est tout Je bon. vous appelle de loin, je suis au Bénin, à Cotonou. Monsieur le secrétaire général, j'ai bien écouté votre message et l'évolution des affaires étrangères et des nouvelles procédures qui sont mises en place. Et mon propos est en parfaite adéquation avec ce que vous venez de dire. Vous parliez de votre avant-propos de la double vie des consuls honoraires. Je peux dire que moi, j'ai peut-être une triple vie, puisque je suis consul honoraire de Malaisie sur le sud de l'Est de la France. Je suis président de la CADEFA, qui est une chambre de commerce qui a été créée par la Chambre de commerce de Marseille et celle de Paris, et qui est membre de la Team France Export. Et cette chambre de commerce organise le pavillon en France sur différents salons que nous faisons en Afrique. Et aujourd'hui, je suis au Bénin pour des rendez-vous B2B dans un forum Bénin-France. Je voudrais attirer votre attention sur un point essentiel pour renforcer notre diplomatie économique. Lorsque nous, consuls honoraires et acteurs privés, organisons des salons, des forums économiques à l'étranger, par exemple au Bénin où je me trouve aujourd'hui, la présence est autorisée par nos locaux, mais aussi par nos exposants français qui voient dans cette présence un encouragement à leurs efforts d'exportation. Or, il arrive que l'ambassadeur ou ses représentants ne puissent pas se déplacer comme cela a été hier et aujourd'hui. Cela peut donner l'impression d'un manque de soutien institutionnel, alors même que nous faisons des efforts importants pour promouvoir les entreprises françaises. Pour améliorer la situation, ne pourrait-on pas proposer trois pistes simples? Mettre en place un agenda partagé avec les ambassades et les consuls honoraires afin de coordonner en amont les événements économiques. Deux, prévoir qu'en cas d'empêchement de l'ambassadeur ou représentant officiel, conseiller économique ou attaché commercial ou autre, puisse assurer une présence française. Et enfin, en trois, valoriser davantage le rôle des consuls honoraires dans la diplomatie économique en leur permettant de relayer officiellement la France lors de ces manifestations, sans oublier bien sûr les conseils diplomatiques auprès des préfets auxquels on fait souvent référence, dont on a besoin. La diplomatie économique est pour nous tous un travail collectif et la présence officielle, même symbolique, est un levier stratégique pour renforcer l'image de la France à l'international. Voilà mon propos, monsieur le secrétaire général adjoint. Merci beaucoup, monsieur, et merci pour tout ce que vous faites, y compris en ce moment même au Bénin. Je salue vraiment votre action et votre engagement, multicarte en effet. Alors moi, je vous rejoins tout à fait dans vos pistes, et à vrai dire, alors je ne sais pas du tout ce qui explique l'absence de l'ambassadeur ou de représentant de l'ambassade sur votre événement particulier. Donc, je m'abstiendrai bien de commenter cette situation individuelle. Mais en tout cas, soyez sûr que la consigne générale qui est donnée, enfin, c'est même plus qu'une consigne, enfin, c'est vraiment le vade-mecum des ambassadeurs, c'est celui de la diplomatie économique, c'est celui du soutien à nos entreprises, c'est de montrer le drapeau, comme on dit. Et je crois, en général, et
pour l'avoir d'ailleurs fait moi-même lorsque j'étais en poste à l'étranger. Effectivement, l'ambassadeur, ou s'il ne le peut pas, effectivement, son chef du service économique se rend sur les salons, va à la rencontre des entreprises, voire quand il y a des délégations importantes, peut les accueillir pour une soirée à la résidence de France pour continuer les échanges avec des interlocuteurs locaux. S'agissant de l'idée d'agenda commun, alors il existe assez souvent dans les postes, je ne sais pas ce qu'il en est au Bénin encore une fois, mais il existe assez souvent dans les postes un peu un conseil économique de l'ambassade ou auprès de l'ambassadeur. Alors ça prend Ça, des noms et des formes variées, mais en tout cas c'est une bonne pratique dans notre réseau que l'ambassadeur réunisse quelques fois par an un groupe qui est généralement composé de, du chef du service économique à l'ambassade, du patron de l'AFD quand elle est présente, avec les CCEF du pays, les grands chefs d'entreprise, des grandes entreprises représentées localement, s'ils ne sont pas par ailleurs CCEF. Et ça permet justement de partager l'information économique, de parler de ces questions d'agenda et de servir de réseau de diffusion de l'information. Donc voilà, encore une fois, ce sont des choses qui se font et si elles ne se font pas encore partout, c'est bien notre aspiration de les démultiplier. excusez-moi, j'ai oublié de vous dire encore un petit point de détail. Nos actions sont nous sommes membres de la Team France Export, bien entendu, et nos actions sont dans le calendrier des actions collectives de la France à l'étranger. Donc, tous les ambassades à l'étranger peuvent suivre les actions que nous menons, les salons, les rendez-vous B2B, etc. Et pour terminer, j'ai oublié aussi de vous en parler, et c'est la situation le permet. Nous avons, quand je parlais tout à l'heure de ma triple vie, j'ai donc une société de formation et nous venons de former 1200 stagiaires étrangers à l'intelligence artificielle. Nous les faisons venir à Marseille. Et pour la petite histoire, compte tenu des relations entre la France et l'Algérie aujourd'hui, ces 1200 stagiaires viennent d'Algérie. Donc nous avons obtenu de la part des trois consulats en Algérie 1200 visas pour venir faire cette formation et repartir. Bien entendu, il y a un bémol, c'est que nous redemandons à chacun le tampon d'entrée sur le territoire et le tampon de sortie sur le territoire, de façon à montrer que les gens qui sont venus en formation sont tous repartis dans leur pays natal. Enfin, bravo pour cette opération. Une question Merci. de Marie Goussard. Oui, rebonjour. Une question un peu générique, c'est qu'est-ce que vous attendez des consuls honoraires de France, mais aussi en France, avec peut-être deux pôles d'intérêt sur lesquels on pourrait peut-être approfondir, celui de la gestion de crise, parce que la gestion de crise, c'est au cœur des activités. euh, c'est au cœur des activités des consuls honoraires en France. Et puis, tout ce qui est aussi du champ informationnel, sur lequel, vous l'avez constaté, on travaille beaucoup. On avait eu des interventions dans ce sens lorsque nous avions eu notre séminaire dans vos locaux en novembre dernier. Nous avons eu une visioconférence sur ce sujet. Un certain nombre d'entre nous publient sur ce sujet. Ben, ça nous semble un sujet extrêmement important parce qu'il concerne aussi nos pays. La guerre informationnelle, elle nous concerne tous. Oui, tout à fait. Écoutez, je dirais, alors pour les consuls honoraires de France à l'étranger, bien sûr, nous attendons ce que vous dites. Et c'est particulièrement vrai d'ailleurs de la gestion de crise, dont on a une pratique maintenant assez rodée au Quai d'Orsay, notamment grâce à la professionnalisation du CDCS, donc du Centre de crise et de soutien que je mentionnais un peu plus tôt. Et donc vraiment les consuls honoraires, notamment lorsqu'ils sont voilà, installés dans des régions plus distantes du poste diplomatique principal, ils ont vraiment un rôle essentiel de relais. Ils sont complètement intégrés dans le plan de sécurité et on les forme vraiment attentivement à ces questions-là aujourd'hui et ils peuvent se révéler par leur propre réseau de contacts des collaborateurs extrêmement précieux quand les choses tournent mal pour des Français. Donc c'est très important pour nous.
J'ajouterais à la liste de missions, bien évidemment, une forte dimension économique. Ils participent eux aussi de la diplomatie économique de la France. D'ailleurs, assez souvent, ils sont des personnalités du monde économique. Alors, c'est vrai, on a parfois beaucoup d'avocats aussi, par exemple, mais nous avons, de manière significative, des chefs d'entreprise qui trouvent quand même le temps d'accomplir cette mission et qui sont voilà un peu à ce titre des consuls d'influence et qui sont très utiles là aussi pour planifier des missions économiques par exemple. Euh, voilà. Et quant à vous en France, oui, je pense que enfin vous avez vocation aussi à je dirais, être des acteurs éclairés de la riposte informationnelle. Et là, je vous parle plus comme citoyen, comme compatriote, mais parce que vous êtes, au fond, ce qu'on appelait un peu autrefois, le mot est passé de mode, mais vous êtes des notables, là où vous êtes. Votre parole compte souvent. Et donc, bah, évidemment, dans le respect de votre autre casquette, mais vous pouvez aussi, parce que votre parole compte, rétablir des faits, expliquer des positions et chasser vous aussi et riposter s'agissant des fausses informations. Donc, avec la guerre informationnelle, c'est un peu aussi notre rôle à tous, donc aussi le vôtre. Une question de Carole Favard, consul honoraire du Japon à Lille et secrétaire général du corps consulaire de Lille. L'ambassadeur du Japon partageait son image quant à notre rôle, essentiellement de mise en relation des régions de chacun des pays. Qu'en pensez-vous, Monsieur Bertolotti? Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, vous avez noté que j'ai pris tout à l'heure l'exemple du Japon où je me suis rendu, et c'est vrai que cette dimension régionale est extrêmement forte. Et elle est bienvenue. Alors, elle est forte évidemment pour des raisons économiques avant tout, hein, et parce qu'en France, les régions ont cette compétence économique, et donc elles travaillent beaucoup avec des préfectures au Japon, préfecture au sens japonais du terme. Euh, donc oui, après, voilà, je dirais que plus largement, nous, ce qui nous intéresse, c'est le lien entre les collectivités territoriales, quel que soit le niveau d'administration, et ça va dépendre beaucoup des pays, de leur propre structure administrative et de l'existence de structures homologues. Et souvent, c'est aussi le produit de l'histoire. C'est vrai que souvent, ce sont les communes, les municipalités qui sont très, très actives, mais de plus en plus, encore une fois, les régions, pour des raisons économiques, d'attractivité des investissements, parce qu'elles ont les leviers, sont d'excellents agents de la diplomatie et de la diplomatie économique en particulier. Je me notais ce point parce que ça soulève quelque chose qui est extrêmement terre à terre, mais qui est un problème quand même, c'est que nous ne sommes pas rémunérés, nous n'avons pas de budget, et que dans certains cas, c'est compliqué justement. Vous l'avez spécifié. Xavier Bertrand est allé 2 fois là au Japon, il en revient. Donc après, on a des échanges avec les équipes, mais c'est vrai que j'y suis allée moi-même à mes frais en avril. C'est un petit peu compliqué quelquefois de pouvoir faire le relais ou d'être simplement présent en même temps. Et ça complexifie un petit peu et c'est un peu chronophage de ce fait. Donc c'est simplement aussi pour pointer cette difficulté que nous avons tous par rapport à ces missions. Et j'en prends note, mais réclamer auprès de l'ambassadeur du Japon, je ne sais pas, qui vous donne une allocation spécifique. Ah ouais, non, non, c'est aussi aux régions, je pense, mais voilà. Bon, excusez-moi pour Non, non, cette mais encore une fois, Euh, c'est un très bon exemple d'une coopération décentralisée extrêmement oui, dynamique. tout à fait. C'est un petit peu complexe parfois, justement, euh, de faire la totalité de ce qu'on souhaiterait pour simplement des freins très basiques. J'en vois certains qui hochent la tête. Euh, mais on essaye de nous faire compter sur nos réseaux et on les met à disposition. Mais ça a certaines limites, voilà, qui sont
un petit peu frustrante parfois. Voilà, c'était plus un, un commentaire, je veux dire, Bien, de vie pratique d'un consul honoraire. bien noté, bien noté. Y Il nous a-t-il reste le temps, oui, pour une dernière question. Je voulais remercier aussi Monsieur Louis Riquet, de Là. conseiller diplomatique auprès de la préfète de région, que vous connaissez bien, Monsieur Bertolotti. Oui, absolument. Voilà. C'était Je- pour j'ai remarqué il était là. Ah, je le salue, parce que je vois pas, j'ai un nombre limité de visages à l'écran, mais donc je le salue là où il est. Merci beaucoup, Madame la Présidente, et merci beaucoup, David, pour Ah, bah te voilà. toujours aussi précise et toujours aussi instructive. Merci également d'avoir salué le rôle des collectivités territoriales et de la coopération décentralisée qui est effectivement extrêmement importante. Et pour ce qui concerne les fonctions plus locales à Lyon, le rôle, l'importance des relations transfrontalières et des collectivités et des élus dans l'animation de ces relations, évidemment en étroite collaboration avec les autorités nationales et avec l'État en particulier. Je voulais simplement, à ce titre, signaler toute l'importance que nous accordons à la fois du point de vue de la préfecture, mais aussi la double qualité de diplomate et détaché auprès de la préfecture, donc aussi du point de vue du Quai d'Orsay, à cette coopération transfrontalière et en particulier le fait que dans les récents traités que la France a signés avec ses voisins, ses principaux voisins, je pense en particulier au traité d'Aix-la-Chapelle, au traité du Quirinal avec l'Italie, la coopération décentralisée est désormais érigée en objet à part entière de la coopération bilatérale, avec des structures qui sont désormais clairement établies, un portage politique aussi qui est établi, et un rôle souligné avec force des collectivités et bien sûr du public, et notamment des personnes qui vivent dans les bassins de vie transfrontaliers pour animer ces relations. Voilà, c'est simplement une Tout à remarque. fait, Merci. tout à fait. Merci, merci. Alors, je regarde l'heure. 58. Est-ce qu'il y a une toute petite question? Autrement, on va conclure. Moi, j'en ai une. Attends, je vais Alors, réactiver la vidéo. Pour commencer, j'ai plus de caméra. Désolé. Eh ben, tant pis, on va passer en mode radiophonique. Je voulais savoir si le réseau des consuls honoraires de France aujourd'hui était animé par une direction particulière du quai pour notamment harmoniser les bonnes pratiques. Le rôle de l'UCHF, c'est aussi d'offrir aux consuls honoraires qui représentent un pays étranger en France des bonnes pratiques pour qu'ils puissent mener à bien leur mission et qu'ils fassent honneur à leur fonction et à leur rôle. Je voulais savoir si le Quai d'Orsay formait ou en tout cas apportait des éléments autres que la simple Convention de Vienne pour aider les consuls honoraires qui représentent la France à l'étranger dans leur mission. Oui, 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 c'est le rôle de notre direction des Français à l'étranger, de la DFAE, qui anime la totalité de notre réseau consulaire, dont font naturellement partie les consuls honoraires, et qui est en mesure de mettre à disposition un certain nombre voilà, de modules de formation, soit directement, soit en appui des postes consulaires, puisque enfin, je pense que c'est votre cas d'ailleurs à tous. Enfin, tous les pays fonctionnent à peu près de la même manière, puisque de toute façon, c'est la Convention de Vienne, mais ce sont d'abord, enfin, ce sont en premier lieu les ambassades localement qui désignent qui repèrent et désignent les consuls honoraires puis travaillent avec eux. Donc ce sont d'abord à elles de leur donner les moyens et les informations dont ils ont besoin. Mais encore une fois, au niveau central, c'est la responsabilité de la DFAE. Et nous sommes évidemment très, très attentifs au bon exercice de leur pouvoir. Et tout particulièrement, parce que c'est une exigence qui s'applique aussi à nos collaborateurs, et sur laquelle on met beaucoup d'accent depuis quelques années, les questions de déontologie et de probité.
puisque ben, voilà, c'est un public particulier qui a d'abord une activité privée et qui doit pouvoir la maintenir de manière légitime, mais voilà, il ne doit pas y avoir de mélange des genres entre cette activité privée et l'activité consulaire et les quelques petits privilèges qu'elle peut donner, en tout cas d'affichage ou de réputation. Et donc, voilà, ces questions notamment de déontologie et de probité sont assez au cœur de notre démarche ces dernières années. Un immense merci hein, pour cette conférence. Je crois qu'on va vous rendre, voilà, je crois qu'il est 20 heures, donc on va respecter votre planning, bien évidemment. Merci, merci, merci infiniment à vous de cette invitation, de cet échange. Et j'ai l'air bien noté aussi, au-delà des questions de formation, que je dois à à vous-même, Madame la Présidente, et à votre bureau, un retour aussi sur une possible articulation dans les mois qui viennent, justement, avec notre réseau des CDPR. Et en tout cas, voilà, je reste à votre disposition au nom du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Continuer de travailler efficacement avec vous et voilà, même si vous n'êtes pas mes consuls honoraires, mais ceux de vos pays, un grand merci malgré tout pour l'animation des relations bilatérales à laquelle vous procédez chaque jour avec beaucoup de cœur beaucoup d'engagement, et y compris, comme ça a été dit, sur vos deniers. Donc, merci pour ce que vous faites et pour cette occasion, et très bonne soirée à toutes et tous. Un Un immense grand merci. merci. Merci beaucoup. Merci Merci, au beaucoup. Au revoir. revoir. Excellent. Au revoir. Merci beaucoup. Infiniment. Bravo. Merci. Merci à tous. Merci beaucoup.